on poursuit cette émission en parlant du Bitcoin. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie, monnaie virtuelle. Avec vous, Roland Gillet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le Bitcoin, monnaie virtuelle, crypto-monnaie, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que cette expression recouvre exactement ? D'abord, est-ce que c'est une monnaie, le Bitcoin ? Alors, crypto-monnaie, ça veut dire que c'est basé sur une technique du blockchain. Pour expliquer les choses simplement, c'est simplement qu'on s'est retracé à peu près toute l'histoire de cette monnaie depuis 2010 au niveau des gens qui en ont acquis, de la manière dont ils les ont acquis, et d'être sûr que ceux qui les ont, quand ils les cèdent, il y a bien une certitude que le montant va bien aller d'une personne à une autre et que tout le monde le saura dans la sphère du Bitcoin. Donc c'est une technologie qui permet le traçage. Exactement, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle crypto-monnaie, parce que c'est basé sur du cryptage de données pour être certain que les choses restent quand même certaines quand vous fonctionnez dans le système. Alors autant on peut parler du Bitcoin sur le volet de sa sécurisation au niveau de la technique qui est derrière. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des applications qui vont bien au-delà de cette soi-disant monnaie, qui est de dire sur les systèmes, par exemple, quand vous payez des actions ou des titres financiers, aujourd'hui, pour être sûr qu'au moment où vous les achetez, votre compte soit débité et que les titres soient bien sur votre compte titre, de façon plus ou moins synchronisée, avec cette technique-là, on a fait de grands progrès. Par contre, le point de départ de votre question, c'est est-ce que c'est une monnaie ? Alors vous savez qu'une monnaie, normalement, ça existe par elle-même. Vous achetez des biens et services. Vous achetez du gruyère, vous achetez un voyage, vous achetez ce que vous voulez. Vous voyez qu'encore aujourd'hui, le Bitcoin, il est au stade où quand on l'exprime contre dollar, contre euro. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas tout seul, le Bitcoin. Il existe parce que derrière, on peut à un moment donné avoir une idée de ce qu'on va pouvoir obtenir en le convertissant. Sauf que dans le panier de la ménagère, vous devez quand même vous douter que c'est un peu embêtant d'avoir quelque chose, si même demain on échangeait encore plus en Bitcoin, qui au matin vous permet d'acheter 300 grammes, à 3 heures de l'après-midi 2 kilos, et le lendemain matin 500 grammes. Ouais, donc là vous parlez déjà de son instabilité, mais avant d'en arriver là, pour qu'on comprenne bien, pour que c'est vrai que beaucoup ignorent encore comment fonctionne un Bitcoin. Donc c'est une monnaie virtuelle, mais qui permet d'acheter des biens. Oui, enfin, elle commence on va permettre d'en acheter. Vous avez par exemple notamment les ventes sur Internet. Maintenant, on propose éventuellement de les acheter contre Bitcoin. Donc, effectivement, donc on peut acquérir des Bitcoins, on peut acheter sur Internet des Bitcoins. Et c'est là que le problème en euros ou en dollars. Et c'est là que le problème naît. Il y a des plateformes informatiques qui permettent de faire ça aujourd'hui, donc Internet, qui n'ont rien à voir avec la sécurité du système lui-même, et dont certaines sont déjà tombées en faillite et ont coûté beaucoup d'argent à pas mal de gens. Deuxième élément, il faut aussi relativiser. Quand vous savez par exemple que pour le moment, même au cours de 10 000 $, étant donné le fait que cette monnaie, vous n'en émettez pas autant que vous voulez, depuis sa création, on sait en fait, si vous voulez, que le nombre de bitcoins est limité par le système lui-même. Quand vous arrivez à améliorer le système, pour faire simple, on appelle ça des mineurs, il y a en échange de leurs efforts pour améliorer la sécurité du système des bitcoins qui sont créés. Ils sont créés de moins en moins parce que le système a été de plus en plus sécurisé. Mais le total, pour le moment, du Bitcoin à 10 000 $, c'est 166 milliards de dollars. Vous allez me dire, c'est énorme. Retenez quand même, ça c'est au niveau mondial, 166 milliards, que les Belges aujourd'hui, rien que les Belges, rien que sur leur livret d'épargne, ont 266 milliards d'euros, rien qu'à disposition pour faire des achats. Donc c'est pour vous dire que finalement, au niveau mondial, pour le moment, les gens qui ont de l'argent pour faire des échanges, c'est rien, ça ne représente rien. Regardez la taille de la Belgique. Alors pour qu'on comprenne encore, qui crée cette monnaie ? Donc le système lui-même. Donc en fait, c'est un système décentralisé. Ce n'est totalement pas une monnaie qui a été mise par une banque centrale. Et surtout, ce qui est grave, c'est là aussi, c'est que pour faire simple, quand on a des billets de banque, vous doutez que si c'était que la valeur du papier, c'est un peu comme dans les républiques bananières. À un moment donné, effectivement, si vous faites des bêtises dans la manière de les émettre, ils finissent par ne plus rien valoir. C'est la fameuse idée qu'à un moment donné, sur le billet de banque, il n'y a plus assez de place pour mettre tous les zéros. Et ça arrive quand vous gérez mal. Qu'est-ce qu'il y a donc aujourd'hui dans les pays où on a une monnaie qui représente quelque chose et qui, justement, fait que l'inflation, entre guillemets, en dehors d'autres critères, reste relativement basse, mais ce sont des gens, justement, qui, quand ils émettent une monnaie, ils achètent en contrepartie, essentiellement de la banque centrale, un actif qui a un sens, par exemple une obligation d'un État sérieux, je prends un exemple l'Allemagne, et qui, au moment où ils voudront éventuellement récupérer les billets qui sont partis, il suffit de la revente, la banque centrale et les billets rentrent. Donc vous voyez, il y a un système, je vais dire, organisé pour donner de la crédibilité à vos billets. Derrière le Bitcoin, il n'y a rien. Il y a simplement une certitude qu'on sait tracer le tout. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, puisqu'il n'y a rien du tout, aujourd'hui, on exprime la monnaie qui est soi-disant une monnaie dans une autre monnaie. Qu'est-ce qu'elle vaut par rapport au dollar ? Qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à l'euro ? Donc, pour
dire en 2 mots, c'est plus un outil de spéculation pour le moment qu'une monnaie. Et maintenant, je viens sur le fameux élément dont vous avez relevé tout à l'heure l'importance, c'est sa volatilité. Comment voulez-vous que quelqu'un se sente à l'aise avec quelque chose qui constitue pour faire des achats, qui fait qu'entre le moment où il constitue cette réserve et le moment où il achète, il va pouvoir en acheter peut-être 10, peut-être 8, peut-être 3, peut-être 1. C'est un peu comme si aujourd'hui vous disiez à quelqu'un, tiens, je vis en zone euro, mais moi j'ai décidé de mettre tout en dollars. Et ma foi, on verra bien combien j'ai. Non, vous vivez en zone euro, vous préférez avoir des euros pour acheter sur votre marché domestique quelque chose qui est exprimé en euros. Alors, aujourd'hui, le Bitcoin atteint 10 000 $. Oui. C'est un sommet, c'est un record. Oui. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Mais il y a au moins un élément. Ça dépend du comportement du public, en fait, Tout à fait, et ça dépend aussi de la crédibilité ou de la crédulité. Je vais dire, il y a des gens qui sont plus crédules que d'autres, qui regardent les choses en se disant, tiens, ça a l'air révolutionnaire, et sur le plan technique, c'est évident, et moi, j'en voudrais. Alors, comme je vous ai dit que l'offre de Bitcoin est forcément limitée depuis la création par le système lui-même. Donc, en gros, les nouveaux Bitcoins sont essentiellement émis par les gens, ce qu'on appelle les mineurs, qui, eux, arrivent encore à faire progresser le système dans sa sécurité. Ça veut dire qu'il y a une offre très faible. Oui, mais cette offre est pour augmenter. Cette offre pour augmenter. Exactement, mais vous allez... Très peu, parce que tout est déjà programmé. Et même elle ne le serait pas, je trouve que le système est très bien fait pour la spéculation. À partir du moment où vous savez que l'offre est très faible, je vous ai dit aujourd'hui, il y a 166 milliards, tout le monde dit que c'est plus que la société Boeing va plus mais ça ne représente même pas ce que les Belges font sur leur livret d'épargne. Donc c'est encore tout petit. Mais avec cet effet rareté, ça me fait penser à ce qui se passait avant, quand on mettait parfois en bourse des toutes petites sociétés et qui avaient très peu de titres, et qu'on disait aux grandes banques, tiens, est-ce que vous voudriez bien éventuellement, et je dis les grandes banques comme d'autres institutions, les rendre, je vais dire, accessibles au public. Dès que les médias en parlaient, il suffisait de convaincre quelques personnes dans toutes les villes du pays pour que tout soit souscrit des dizaines de fois et que le prix s'envole. Donc il y a certainement cet effet qui joue. Comme il y a très peu de bitcoins disponibles, comme en plus certains y voient même un havre de paix, c'est-à-dire de dire, moi j'achète des bitcoins, c'est vrai, je ne peux acheter que 2 kilos maintenant, mais il suffit de les conserver, je pourrais acheter 10 kilos avec demain. C'est un rêve. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des moments où il y a des corrections très fortes. Ouais, mais donc ce succès du Bitcoin pourrait amener à une extension, à une augmentation du nombre de bitcoins disponibles. Mais pas le succès, parce que pour le moment, le système n'est pas programmé pour dire que parce que le bitcoin monte... Ça veut dire qu'il faudrait changer le système? Exactement. Et pour le moment, ce qui fait aussi la crédibilité du système, c'est que tout le monde connaît, au niveau de son organisation décentralisée, comment les bitcoins sont créés. Donc, il faudrait une autre logique que celle de départ. Donc, en gros, si vous voulez, si même on continue... Pour que les gens se rendent compte en termes d'ampleur, les gens qui sont les meilleurs mineurs aujourd'hui, qui essayent de voir les failles éventuelles dans le système, et qui, s'ils envoient une, et que justement ça permet d'améliorer le système, reçoivent des bitcoins en échange. Ce sont des grosses entreprises chinoises où il y a des batteries d'ordinateurs, où ils sont devenus pratiquement monopolaires d'ailleurs de cette technologie, parce qu'ils sont ceux qui ont investi le plus, qui représentent peut-être 3 fois la taille du studio, et voire plus, où il n'y a que des ordinateurs un derrière l'autre qui font ça. Donc même maintenant, sur la possibilité d'améliorer encore la solvabilité, la sécurité du système, c'est tellement déjà très fiable que vous n'en créez que très peu de bitcoins. Et il est possible que l'année prochaine, puisqu'il y a quand même des gens qui essayent encore de battre le système, les mineurs, pour essayer d'obtenir des bitcoins, que vous n'y arriverez pratiquement plus. Donc l'offre va encore plus se raréfier. Par contre, si le succès qui vient, par exemple, de l'idée de dire aux gens, vous avez vu, regardez, vous en auriez acheté il y a une semaine, vous pourriez acheter 3 fois plus, parce que vous convertiriez le bitcoin contre plus d'euros. Ce système, à mon avis, crée une bulle, rend les choses instables, et les autorités de marché dans tous les pays aujourd'hui mettent en garde, parce qu'en plus de ça, les plateformes Internet qui permettent d'avoir l'accès au bitcoin, et qui donc, au départ, permettent d'échanger des euros pour avoir ces bitcoins, elles, certaines sont faillibles et certaines sont d'ailleurs tout à fait non régulées, non contrôlées, et donc c'est dangereux. Ouais, alors avant juste de vous poser une dernière question sur la bulle, est-ce que pour des personnes, des particuliers qui achètent des bitcoins ou qui ouvrent un compte en bitcoin, est-ce que c'est risqué de faire ça? Mais bien entendu. Et je vous dis, il y a des gens qui ont perdu, et c'était des centaines de millions d'euros, par une plateforme qui a fait défaut. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le système du Bitcoin, c'est l'organisation en amont du Bitcoin pour y avoir accès, de la conversion entre des euros et des Bitcoins sur un compte Internet. Alors cette bulle dont vous parlez, est-ce que pour vous c'est une bulle qui risque de s'effondrer? C'est clair que la bulle de cristal n'a pas de sens en finance ni en économie. On ne sait jamais prévoir l'avenir. L'engouement aujourd'hui fait qu'il y a sans doute un effet de rareté. Cet effet de rareté continue à alimenter un rêve. Un rêve, par exemple, qu'il y a sans doute des gens aujourd'hui qui n'achètent pas le Bitcoin parce que c'est une monnaie. Ils achètent le Bitcoin en se disant c'est une bonne manière de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Et vous savez que dans ces cas-là, quand j'entends, je m'excuse, des gens qui n'ont absolument aucune connaissance à la fois du système, à la fois des risques qu'il comporte, et qui en plus vont se mettre
sur des plateformes Internet qui ne sont pas régulées, c'est sûr que le risque est grand qu'un jour il y ait un retour de flamme. Très bien. Merci Roland Gillet pour ces explications.